Salut tout le monde et bienvenue dans ce décryptage spécial Sciences cognitives 101. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet absolument fascinant. La manière dont notre cerveau ne se contente pas juste d'enregistrer passivement notre environnement, mais édite et construit littéralement la réalité qui nous entoure. C'est un vrai voyage au cœur de la perception humaine qui nous attend. Allez, on commence direct avec une petite rafale de faits qui vont retourner quelques cerveaux. Fait numéro 1, et c'est assez dingue. À cause de la forme courbée de notre cristallin, toutes les images visuelles qui frappent notre rétine sont complètement à l'envers. Oui, vous avez bien entendu, le monde entre dans nos yeux, la tête en bas. C'est le cerveau qui fait tout le boulot derrière pour remettre l'image à l'endroit, automatiquement. Deuxième fait, peut-être encore plus choquant. Quand le cerveau manque d'informations, il déteste le vide. Du coup, il invente tout simplement du sens pour combler les trous. C'est la cause numéro 1 des illusions d'optique ou même de ces fameux mirages qu'on voit sur la route en plein été. Le cerveau ne comprend pas ce qu'il voit, alors il fabrique une explication de toutes pièces. Et enfin, troisième fait, pour boucler cette intro, nos yeux ne sont littéralement jamais immobiles. Jamais. Ils font en permanence de minuscules bonds ultra rapides qu'on appelle des saccades. C'est un processus neurologique vital parce que sans ces micro-mouvements constants, on serait tout simplement incapable de cartographier l'espace autour de nous. Au menu aujourd'hui, c'est très simple. On va d'abord poser les bases des sciences cognitives, explorer cette fameuse mécanique de la vision, comprendre pourquoi notre cerveau préfère aller vite plutôt qu'avoir juste, plonger dans le pouvoir des mouvements oculaires, analyser comment on prend des décisions risquées, et enfin, voir comment l'art a joué avec tout ça. Allez, on attaque tout de suite avec la section 1. Bienvenue dans les sciences cognitives. Une introduction au rouage de l'esprit. En fait, les sciences cognitives, c'est littéralement la discipline qui fait le pont. C'est ce qui permet de relier la mécanique purement physique et microscopique de nos neurones, à l'échelle de la neurobiologie, avec nos comportements à grande échelle, la façon dont on interagit en société. C'est la fondation académique parfaite pour bien comprendre tout ce qu'on va décrypter aujourd'hui. Ce qui nous amène à la section 2, le traitement visuel, ou pourquoi notre cerveau est loin, très loin, d'être une imprimante. Décortiquons un peu la mécanique. D'abord, la lumière entre par la pupille, qui s'ajuste un peu comme l'objectif d'un appareil photo. Ensuite, bim, elle frappe la rétine au fond de l'œil. Là, on a des cellules spéciales, les photorécepteurs, qui traduisent cette lumière en signaux électriques. Et c'est ce message électrique qui remonte par le nerf optique jusqu'au cortex visuel, tout à l'arrière du crâne, pour enfin décoder les formes, les couleurs et les mouvements. Et c'est là qu'il faut comprendre un truc essentiel. Le cerveau ne fait pas que restituer une image passivement. Il reçoit un flux chaotique d'informations à une vitesse folle, donc il doit littéralement construire la réalité. Il va chercher des modèles qu'il connaît déjà pour essayer de donner du sens à ce qu'il capte. En gros, parfois le cerveau fonctionne selon la logique du « il faut le croire pour le voir ». On enchaîne avec la section 3, l'efficacité avant la précision absolue. C'est ce fameux raccourci de l'évolution. Pour faire simple, en sciences cognitives, on dit souvent que notre esprit carbure avec 2 systèmes. Le système 1, c'est l'autoroute, fulgurant, intuitif, automatique. Il marche à coups de heuristiques, c'est-à-dire de raccourcis mentaux. Le système 2, lui, c'est la petite route de campagne. C'est rationnel, c'est conscient, mais c'est très très lent. Et ça demande une énergie folle. Et pour survivre dans un monde ultra complexe, sans faire de burn-out cérébral à chaque seconde, on confie presque tout au système 1. C'est pour ça qu'il faut voir les biais cognitifs non pas comme des bugs de notre cerveau, mais comme une taxe inévitable pour notre survie. Choisir la vitesse plutôt que la précision absolue, c'est ce qui a permis à nos ancêtres d'éviter de se faire manger par des prédateurs. Le revers de la médaille, bien sûr, c'est que ces raccourcis créent des erreurs de jugement. D'ailleurs, c'est assez drôle, mais des études montrent que même le fait d'avoir un QI de génie ne protège absolument pas de ces biais de raisonnement. Passons à la section 4, améliorer la concentration par les mouvements oculaires, le fameux pouvoir des saccades. On a parlé des saccades tout à l'heure, ces sauts rapides et permanents que font nos yeux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont gérées par un réseau neuronal incroyable qui fait bosser ensemble le cortex visuel, le lobe frontal pour anticiper et même le cervelet pour la précision du mouvement. Sans ces saccades, on serait qu'incapable de lire un texte, de conduire ou même de comprendre les émotions sur le visage de quelqu'un d'autre. Et du coup, il y a des applications super concrètes pour s'entraîner. Prenez la méthode Bran Ball par exemple. C'est basé sur des exercices rythmiques où l'on suit et anticipe la trajectoire de balle. Ça force le cerveau à produire énormément de saccades ciblées. Résultat, ça booste l'intégration entre les yeux, le corps et le cerveau. C'est un entraînement direct de l'attention qui est hyper bénéfique pour la concentration et les capacités d'apprentissage. Ce qui nous mène à la section 5, les effets de cadrage et nos décisions face aux risques, ou comment un emballage change tout. Allez, on fait une petite expérience de pensée ensemble. Imaginez une crise avec 600 personnes en danger. Vous devez choisir la politique d'urgence. Option A,
Vous sauvez exactement 200 personnes, c'est garanti. Option B, vous avez une chance sur 3 de sauver les 600 personnes, mais du coup, 2 chances sur 3 que personne ne survive. C'est un dilemme lourd, n'est-ce pas? On sent bien le poids du choix. Eh bien, voici les vrais chiffres. Face à ce scénario, 72% des gens foncent sur la première option, la sécurité garantie. Sauf que, si on fait le calcul mathématique, pur et dur, les deux options sont strictement identiques. Une chance sur 3 de sauver 600 personnes. En statistique, ça correspond exactement à 200 vies sauvées. C'est ce qu'on appelle un biais de cadrage. Dès qu'on formule les choses en termes de vie sauvée, l'esprit humain a une peur bleue du risque. L'humain hyper rationnel qui calcule tout de manière froide, c'est un mythe total. Et on arrive déjà à notre dernière étape, la section 6, les illusions d'optique dans l'histoire de l'art et comment on a intentionnellement trompé l'esprit. Regardez bien cette fameuse illusion de Müller-Lyer. On a 2 lignes, et celle avec les flèches tournées vers l'intérieur a l'air beaucoup plus longue que l'autre, n'est-ce pas? Et pourtant, elles font très exactement la même taille. C'est encore une fois notre cerveau qui se fait piéger par son propre besoin d'analyser le contexte et la perspective en 3D. C'est l'exemple parfait du cerveau qui utilise ses propres raccourcis d'efficacité contre lui-même. Et le plus fou, c'est que l'humanité a complètement capitalisé sur ces failles visuelles. Dès le 19e siècle, les découvertes en psychologie ont inspiré des jouets optiques qui ont carrément posé les bases de l'image animée. Plus tard, dans les années 60, le mouvement de l'op-art a utilisé ces distorsions pour littéralement faire vibrer nos rétines sur des toiles. Et aujourd'hui, eh bien, toute l'industrie du cinéma d'animation repose sur ce bug. On vous balance des images fixes très vite pour forcer votre cerveau à inventer un mouvement fluide qui n'existe même pas. Ce qui nous amène à cette question résolument provocatrice pour conclure. Si on vient de voir que notre cerveau passe sa vie à filtrer, éditer, compenser ses angles morts et même inventer des données de toutes pièces juste pour gagner du temps, sommes-nous seulement capables de percevoir la réalité objective absolue? Est-ce qu'on y a même accès? Gardez cette question en tête, ça change complètement la façon dont on voit le monde. Un grand merci d'avoir suivi ce décryptage en sciences cognitives avec nous et à très vite.